Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Israël, Patrick Raisonnable, Madame le député du Parlement allemand, Gesine Loge, Serge et Beat Klasfeld, Robert et Valérie Spira, Monsieur Hassan Hanel. Nous sommes réunis à Yad Vashem sur le mont du Souvenir à Jérusalem afin de commémorer les 6 millions de Juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs. J'ai l'honneur d'inviter Serge et Beat Klasfeld à rallumer la flamme éternelle de la crypte du souvenir. Identification, M. Robert Spira. En ranimant la flamme perpétuelle, dans cette crypte du souvenir, auprès des cendres de nos martyrs, nous communions avec la mémoire des 6 millions de filles et fils de notre peuple voués au supplice, à l'immolation et à l'anéantissement par les nazis et leurs complices, des communautés et des familles de la maison de Jacob, dévastées et détruites dans l'intention haineuse d'effacer le nom d'Israël et la culture sous tous les yeux. Nous nous rappelons avec respect la force d'âme de nos frères qui se sacrifièrent pour leur peuple en toute sainteté et pureté, des pauvres des assiégés des ghettos et des combattants qui se dressèrent et allumèrent le feu de la révolte pour sauver l'honneur de leur peuple. La lutte exaltée et persévérante des masses d'Israël pour préserver leur communauté humaine et leur culture juive. Et nous nous souvenons des justes parmi les nations qui risquèrent leur vie pour sauver les Juifs. J'ai l'honneur d'inviter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Israël, M. Patrick Raisonnable, à déposer la gerbe. J'ai l'honneur d'inviter Madame la députée du Parlement allemand, Gesine Loge, à déposer la gerbe. J'ai l'honneur d'inviter Serge Klasfeld et Valérie Spira à déposer la gerbe. Monsieur Claude Mel récitera El Malek Khamim et le Kaddish. The
Monsieur Patrick Maisonnave, ambassadeur de France en Israël. Madame Christine Lodge, vice-présidente du parti Die Linke. Monsieur Hervé Magro, consul général de France à Jérusalem. Monsieur Patrice Maton, consul général de France à Tel Aviv. Monsieur Gilles Courrèges-Longuet, consul général de France à Haïfa. Monsieur et Madame Serge Klarsfeld. Madame Anne-Marie Boubli, conseillère de Monsieur Joël Merguet, président du Consistoire de France. Madame Myri Gross, directrice des relations avec les pays francophones à Yad Vashem. Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique. Mesdames et Messieurs les représentants consulaires. Mesdames et Messieurs les présidents de l'association, chers amis. En 1947, le Parlement polonais décide de faire du camp d'Auschwitz-Birkenau un musée. En 1951, l'État d'Israël fixe le 27 Nissan, jour de l'insurrection du ghetto de Varsovie, le jour du Yom HaShoah. En 1971, le camp d'Auschwitz-Birkenau est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2005, il y a tout juste 10 ans, l'Assemblée générale de l'ONU proclame le 27 janvier journée internationale commémorative de la Shoah. Il y a 70 ans, aujourd'hui, les troupes russes rentrent par le plus grand des hasards dans le camp d'Auschwitz. L'histoire d'Auschwitz est parallèle à l'histoire de la Shoah. Ce camp a été à la fois un camp de concentration et le plus grand camp d'extermination. La solution finale y a été appliquée aussi bien par l'esclavage que par l'extermination systématique. Quand on voit les plans d'un crématorium avec tous les détails, la salle de déshabillage, la chambre à gaz avec les lucarnes pour y verser le Zyklon B, les fausses douches, les portes étanches, les fours crématoires, on imagine l'ampleur de la solution finale. Que le régime nazi ait pu organiser tout cela, planifier et réaliser l'horreur,
c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Comment peut-on imaginer que des architectes aient pu mettre en œuvre de tels projets, que des bureaux administratifs aient pu valider et confier à des entreprises la construction et l'équipement prévus, et qu'une fois que tout cela a été réalisé, le système ait pu fonctionner avec cette froideur, cette violence sans nom. C'est cela Auschwitz. Le camp montre ce qu'a été la spirale de l'horreur, de la solution finale. C'est pour cela que l'histoire retiendra le nom d'Auschwitz-Birkenau. Mais n'oublions pas les différents camps en Pologne, en Allemagne, en Autriche, les ghettos, les différents camps de transit dans toute l'Europe et en France, les loins, les brimades, les enfants séparés de leurs parents. C'est ça aussi la Shoah. J'ai l'honneur d'inviter maintenant Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France en Israël, Monsieur Maisonnave. Madame la députée, Messieurs les consuls, Messieurs les conseillers, cher Serge et Beate Klarsfeld, chère Valérie et Robert Spira, chers tous, et vous les représentants des fils et filles des déportés juifs de France, mesdames et messieurs, évidemment ému d'être avec vous ce matin à Yad Vashem, honoré aussi ému d'être avec vous ce matin à Yad Vashem, honoré aussi d'avoir été invité par les fils et filles des déportés juifs de France avec lesquels j'avais participé aux commémorations de Yom HaShoah l'année dernière. Quelques mots seulement, puisque madame, je crois que vous avez tout dit. Quelques mots pour nous souvenir d'abord, puisqu'aujourd'hui marque, vous l'avez dit, le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, qui reste, pour nous tous, le symbole atroce de la Shoah. Quelques mots pour rendre ensuite hommage au travail des nombreux historiens, associations, fondations, travail grâce auquel la connaissance documentée du massacre des 6 millions de Juifs en Europe n'a cessé de progresser. Ce progrès de la connaissance, nous le savons bien, n'empêche, hélas, pas le souvenir de s'estomper, s'il n'est pas entretenu. Songeons que, selon un sondage récent, un Allemand sur 10 n'a jamais entendu parler d'Auschwitz. D'aucuns considèrent que 70 ans, c'était il y a une éternité et qu'il faudrait tourner la page. Certainement pas. Il ne faut pas tourner la page parce que 70 ans, c'est moins qu'une vie d'homme et que certains sont là pour en témoigner. Pour eux, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants qui vivent marqués à jamais par ces événements. C'était hier. Et ne pas tourner la page non plus parce que même si l'on considérait que la Shoah relève du passé, il est interdit d'oublier tant les leçons de cette tragédie restent, hélas, d'actualité. Elie Wiesel disait « Le bourreau tue toujours 2 fois, la seconde fois par l'oubli ». Sans cesse, il nous faut raviver la flamme du souvenir pour qu'auprès des générations à venir, le bourreau ne tue pas de nouveau. La France n'oublie pas. Je vous assure qu'il n'est pas toujours facile d'être ici le représentant d'un pays responsable de la mort de près de 80 000 Juifs, ni le représentant d'un pays qui connaît aujourd'hui un insupportable regain d'antisémitisme. Et pourtant, nous devons assumer ce passé pour pouvoir dire quelle honte, quelle insulte à la conscience humaine. Le 9 janvier dernier, 4 Français ont été assassinés, vous le savez, ceci parce que juifs, assassinés par des terroristes animés de la même pulsion destructrice que les bourreaux d'hier.
aveuglée par une idéologie islamiste radicale, fondée elle aussi sur l'exclusion et la déshumanisation de l'autre. Dans les 2 jours qui ont précédé, ces barbares avaient tué 13 autres personnes parce que journalistes ou parce que policiers. Et des millions de Français se sont levés pour dire honte, insulte à notre histoire, insulte à nos valeurs. Le combat contre la haine, contre la barbarie et contre la terreur ce combat, quels que soient leurs avatars, n'est jamais terminé. C'est là toute l'importance du souvenir, avoir conscience que le combat est de tous les instants. La France ne se résigne pas, elle ne permettra pas que les Juifs de France vivent dans la peur. Les autorités de mon pays ont pris des positions très nettes sur ce sujet. Des mesures ont été prises en matière sécuritaire, en matière pénale, mais aussi dans le domaine de l'éducation. D'autres mesures suivront. Nous mènerons ce combat fort des valeurs de la République et fort aussi des leçons universelles de la Shoah. Je vous remercie. Gesine Lodge, vice-président du parti Die Linke, est également député au Parlement allemand, le Bundestag, et son parti est très fidèle à la mémoire des victimes du nazisme. C'est également Madame Gesine Lodge et son parti qui avaient proposé Madame Beat Klarsfeld pour la présidence de l'Allemagne en 2012. Madame Gesine Lodge, avec pour la traduction Madame Beat Klarsfeld. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, die Verbrechen des deutschen Faschismus an den Jüdinnen und Juden Europas, den Massenmord an Frauen, Kindern und Männern darf die Menschheit. Il ne doit jamais oublier les crimes du fascisme allemand commis contre les hommes et les hommes juifs en Europe, les meurtres de masse des femmes, des enfants et des hommes. Malheureusement, cela ne s'entend pas de soi-même. Pour cela, beaucoup d'hommes dans le monde entier doivent rappeler toujours ces crimes. Les lieux de mémoire Yad Vashem apportent une grande contribution contre l'oubli. Personne ne peut visiter cet endroit sans être ému. Après les larmes vient la volonté, celle de ne plus jamais permettre ces crimes. Je sais comme femme politique allemande d'apporter mon soutien à la lutte contre l'oubli et pour l'avenir. Depuis 10 ans, je visite chaque année avec des jeunes Allemands le lieu de mémoire de la résistance et le lieu de mémoire de l'extermination en masse. Dans l'année 2014, nous étions avec moi en France, au mémorial de la Shoah, au Mont Valérien et à Oradour-sur-Glane. Tous les jeunes étaient profondément impressionnés par les témoins et les lieux d'horreur, de l'horreur. Mon espoir est que ces jeunes, dans leur génération, maintiennent le souvenir de l'Holocauste. Avec beaucoup d'inquiétude, nous voyons l'antisémitisme grandissant. Mon parti Die Linke est profondément consterné par les crimes comme à Paris contre les femmes et les hommes juifs et des journalistes. Malheureusement, nous aussi en Allemagne, nous devons nous heurter à nouveau au racisme et l'antisémitisme. Les manifestations contre les étrangers à Dresde et autres villes sont pour nous un signal d'alarme. Nous ne devons pas rester passifs avec l'espoir que l'humanité apprend de son histoire. Nous ne devons pas faiblir dans notre combat contre l'oubli. Mon estime s'exprime aussi pour l'association Les Fils et Filles des déportés juifs de France et pour son combat infatigable. Je voudrais vous remercier tous parce qu'une Allemande aujourd'hui, le 27 janvier, a la possibilité d'exprimer en ce lieu à Yad Vashem ses sentiments et ses idées. Merci. Dankeschön. Cette cérémonie, en ce lieu si présent de notre passé qu'est Yad Vashem, n'aurait pu se faire sans l'aide logistique et morale
de sa responsable pour les relations avec les pays francophones, Madame Myri Gross. Merci beaucoup. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Israël, Patrick Maisonneuve, Madame le député du Parlement allemand, Gesine Lodge, Serge et Beat Glasfeld, Robert et Valérie Spira, chers amis. Le film que nous venons de voir évoque une de nos principales missions, la collecte des noms de toutes les victimes de la Shoah. Nous avons jusqu'à présent plus que 4 millions de noms grâce à plusieurs fondations, des amis du monde entier. Et grâce au soutien de notre ami Serge Glasfeld. Nous voici 70 ans après la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. 70 ans après la découverte par l'opinion publique de l'horreur dont furent victimes les Juifs d'Europe. Réunis ici à Yad Vashem pour commémorer fidèlement le souvenir de nos disparus. Après 3 générations, les fils et les filles, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de déportés juifs de France se souviennent de ce que fut la bête immonde qui se déchaîna avec sauvagerie sur les Juifs d'Europe. Peut-on dire aujourd'hui qu'il en est de même pour l'opinion publique mondiale? Qu'elle se souvienne du crime, qu'elle en a tiré les leçons et que cela ne se reproduira plus jamais? Le fait même qu'en 2005, une résolution de l'ONU ait institué une journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah est une preuve de la volonté des dirigeants des nations de ne pas oublier. Mais la haine aveugle commise par les jeunes fanatisés partout en Europe, et notamment en France, contre les Juifs, uniquement parce qu'ils sont Juifs, est malheureusement toujours d'actualité. Il y a 3 ans, après avoir exécuté froidement des soldats français, sous prétexte que la France se bat contre l'islam, les assassins n'ont pas eu besoin d'un quelconque prétexte pour assassiner froidement à Toulouse des Juifs, simplement parce qu'ils étaient Juifs. Il y a quelques semaines, après avoir exécuté froidement des journalistes et des sénateurs français sous prétexte qu'ils dénonçaient l'islam, les assassins n'ont pas eu besoin de quelconque prétexte pour assassiner froidement à Paris des Juifs simplement parce qu'ils étaient Juifs. La haine viscérale contre les Juifs n'a donc pas disparu. 70 ans après le crime de la Shoah et la libération d'Auschwitz-Birkenau. Pourtant, nous ne devons pas désespérer. Notre travail d'éducation auprès des jeunes doit se poursuivre, car la haine viscérale des extrémistes ne doit pas nous faire oublier le bien fondé de notre mission au plus du grand nombre. Par notre travail d'éducation, à travers nos expositions, nos séminaires, nos sites internet, nous devons accroître notre mission d'éducative et chercher de plus en plus de jeunes juifs et non juifs à travers le monde par l'éducation, par la documentation et par la commémoration de la Shoah. Nous sommes tous les garants d'un avenir meilleur. Merci. Je devrais normalement vous présenter Beat et Serge Glasfeld, mais est-ce bien utile? Vous connaissez tous leur action. Couple extraordinaire, secondé par leurs 2 enfants. Aujourd'hui, je voudrais les remercier de m'avoir fait confiance il y a 7 ans, lorsque je suis venue à leur bureau pour leur demander de joindre mon nom et mon histoire à leur. Merci, Serge Glasfeld. Monsieur l'ambassadeur de France, messieurs les consuls, Madame Gesine Lodge, qui nous a fait l'honneur de venir de Berlin, chère Valérie, cher Robert, chers amis, aujourd'hui c'est 70 ans après et j'ai le cœur lourd parce que bon, nous avons tous perdu quelqu'un dans cette hécatombe et puis voilà qu'aujourd'hui les menaces recommencent, et pas seulement les menaces, mais également la mise à mort d'enfants,
d'adultes, parce qu'ils sont nés juifs, eh bien, ils sont de nouveau victimes d'une haine anti-juive persistante. Et autant je suis confiant dans l'avenir de la mémoire de la Shoah, parce que il y a ce gigantesque temple de la mémoire qui est, il y a Yad Vashem, il y a Washington, il y a New York, il y a Paris, il y a Berlin, et partout, dans chaque pays où il y a eu la Shoah, il y a un centre de documentation et notre mémoire, elle est garantie, et je n'ai aucune inquiétude sur la mémoire, mais c'est sur la vie politique, évidemment, que réside aussi l'avenir de la mémoire, parce que la mémoire peut être supprimée par, officiellement en tout cas, par des régimes qui nient ce qui s'est passé. Et il y a des pays où la Shoah n'a pas eu lieu, des pays où on déclare que la Shoah n'a pas eu lieu, et donc l'inquiétude vient de ce que cette haine anti-juive déferle sur des pays comme le nôtre, et c'est très douloureux pour les Juifs qui ont vécu cela. C'est très douloureux aussi parce que nous savons que nous avons l'État avec nous, les grands partis classiques avec nous, mais nous constatons aussi que tous les terroristes qui ont agi étaient fichés, et que malgré disons cette marque qui les distinguait, eh bien, l'inefficacité a été le résultat de cette situation. Et nous avons vu aussi que en France, en 1939, avant même la défaite, avant l'occupation allemande, des milliers de Juifs étaient internés administrativement parce qu'ils étaient ressortissants ennemis. Et puis après la défaite, des dizaines de milliers de Juifs ont été internés administrativement parce qu'ils étaient Juifs. Et des gens qui étaient destinés au terrorisme, qui étaient fichés comme ayant des liens avec le terrorisme, n'ont pas été internés administrativement en France. C'est-à-dire que souvent les démocraties se refusent à prendre des mesures tant qu'une certaine limite n'est pas franchie ou n'est pas dépassée. Les démocraties ont du mal à prendre des décisions et à agir. Je vois par contre que notre fils, qui a porté les armes en Israël, qui a fait son service dans la police des frontières, est convoqué par un juge d'instruction pour avoir déclaré il y a 1 an, tout simplement, non, la France n'est pas antisémite, il y a, oui, l'ultra-droite, il y a les islamistes, et il y a l'ultra-gauche, et il y a une partie des jeunes de banlieue. Eh bien, pour avoir dit une partie des jeunes de banlieue, ce que tout le monde dit, eh bien, il est convoqué devant un juge d'instruction pour être dirigé vers la correctionnelle. Donc, nous avons le cœur lourd de voir des choses comme celle-là, comme hier, d'apprendre que les terroristes avaient tous dans leurs cellules des portables. Celui de ma femme a retenti tout à l'heure, mais le leur était discret, mais certainement très efficace. Alors, on voudrait que les démocraties prennent des mesures beaucoup plus directes pour empêcher ce qui doit être empêché. Parce que les Juifs sont la cible politique numéro 1. Les journalistes qui ont été tués étaient la cible numéro 1 des terroristes parce ils avaient, dans leur vision à eux, blasphémé la religion musulmane. Mais là non plus, ça n'a pas été empêché. Il y avait une garde statique, elle a été enlevée
peu de temps avant, elle a été supprimée, cette garde statique. Et donc, on voit que les démocraties ne sont pas encore préparées. Nous savons que le gouvernement est tout à fait favorable à agir. Le Premier ministre, le Président de la République, nous leur faisons confiance, mais nous attendons de savoir si cette réaction des millions de Français qui ont défilé, mais qui n'ont pas défilé pour les victimes juives au départ. Au départ, cette marche était destinée à Charlie Hebdo, et ce n'est qu'à la dernière minute que le Premier ministre, ayant fait un discours remarquable, très puissant, pour dire pratiquement sa honte qu'il n'y ait pas eu de réaction au moment de l'assassinat d'enfants juifs, au moment du drame de Créteil, eh bien, ce discours a changé les choses et le président de la République a annoncé qu'il allait à la synagogue le même jour, et donc la marche s'est faite aussi pour les victimes juives. Mais nous ne savons pas ce que va donner cette réaction du peuple français. Il y a eu cette marche, et puis on va voir si les mesures qui sont prises sont à la hauteur des événements. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'est pas sûr que les Français se rendent compte qu'ils sont visés aussi, que l'Occident est visé, et nous espérons qu'ils s'en rendront compte et que les démocraties sauront se défendre. En tout cas, ici, à Yad Vashem, j'étais en Israël au moment où la Knesset a décidé de créer Yad Vashem, c'était il y a 62 ans, en 1953. Nous avons toujours coopéré, fils et filles, depuis notre création avec Yad Vashem. Et puis avec Israël aussi. Vous savez que nous sommes particulièrement attachés, même si nous sommes français jusqu'au bout des ongles, eh bien nous sommes très attachés à Israël et à l'existence d'Israël. Alors aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de juifs qui pensent à partir. Sont-ils très nombreux? On ne peut pas le savoir, parce que les médias mettent l'accent sur cet aspect, mais bon, on attend, paraît-il, 10 à 15 000 juifs en Israël. Si les événements se dramatisent, il est évident que devant une vague puissante d'antisémitisme, eh bien, les juifs quitteront la France, quitteront l'Europe, parce que la leçon de la Shoah, c'est que devant une vague très puissante, il ne reste que le départ, et pas la fuite, mais le départ. Il faut dire aussi en France que nous ne craignons pas seulement le fondamentalisme musulman, mais nous craignons aussi la montée électorale de l'extrême droite, qui est également puissante, cette montée électorale, et nous avons un peu l'impression d'être pris en étau entre une extrême droite qui conserve ses valeurs d'antisémitisme, dans son noyau en tout cas, mais on sait que si le noyau prend le pouvoir, eh bien les électeurs sont pris en main par le pouvoir. Donc l'avenir est incertain. J'espère que lors de notre prochain rendez-vous, l'année prochaine, on essaiera de revenir pour faire le point et pour voir si les choses se sont améliorées ou si c'est le contraire. Alors, je vous donne rendez-vous l'année prochaine et je suis heureux de voir les fils et filles d'Israël, parce que l'an dernier, chaque année, moi je vais à Auschwitz. Cette fois, j'ai choisi, non pas le soleil, mais j'ai choisi de venir en Israël pour me réconforter. Voilà.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce n'est pas pour rien que Serge et Beat Klarsfeld ont demandé à M. Robert Spira de les représenter en Israël. Également fervent militant de la mémoire et de la transmission. Enfant caché, fils de déportés, il continue inlassablement à étudier la Shoah et à nous la transmettre. Ces témoignages nous le prouvent. Papa, Robert Spira. Il y a quelques jours, Valérie, ma fille préférée, rassurez-vous, j'en ai une, m'a demandé de vous dire quelques mots à l'occasion du 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Ma réponse fut bien sûr un non catégorique. Comment oser parler d'Auschwitz quand on n'a pas subi soi-même l'enfer concentrationnaire? Bien sûr qu'Auschwitz doit être raconté d'abord par ceux qui l'ont subi, par ceux qui l'ont vécu. Malheureusement, les derniers rescapés des camps disparaissent les uns après les autres. Les rangs des enfants cachés s'éclaircissent à leur tour. Enfants cachés, nous sommes les derniers témoins, encore vivants, à avoir connu les survivants, racontant des histoires vraies. Enfants cachés, enfants épargnés, enfants vivants, nous sommes la preuve de l'échec de la solution finale, mais on ne guérit jamais de la Shoah. La preuve, vous êtes là. Seuls ceux qui sont entrés dans Auschwitz ont vu ce qu'aucun être humain n'aurait jamais dû voir. La faim, la soif, la peur, les coups, les capots, les sélections, les chambres à gaz, les SS, le travail forcé. Après un voyage effroyable, le déporté, s'il est jeune et en bonne santé, va être séparé de sa famille et les seigneurs vont lui donner la permission de pénétrer dans le camp où il pourra mourir plus lentement, plus durement. La première question qu'il pose, qu'elle soit en français, en yiddish, en anglais, en grec, en judéo-espagnol, en polonais, en russe, en allemand, est toujours la même. C'est quoi cette odeur? Les anciens hésitent à lui répondre. Le nouveau insiste. C'est quoi cette odeur? Alors ils répondent. C'est l'odeur de ton papa, de ta maman, tes enfants, tes frères, tes sœurs, qui quittent le camp par la seule porte de sortie, la cheminée. Cette odeur bizarre de caoutchouc brûlé, de chair carbonisée, le déporté qui meurt dans les 15 jours ou 70 ans après la Shoah, cette odeur indélébile ne le quittera plus jamais. Aujourd'hui, ou encore, tant de mensonges m'ont fait tant de mal. Je voudrais rétablir une vérité historique sur la libération du camp d'Auschwitz. Un mensonge, souvent répété, risque pour certains de devenir réalité. Le général Petrenko l'écrit plusieurs fois dans ses mémoires. Quand il découvre, par le plus grand des hasards, Auschwitz, il n'a jamais entendu le mot d'Auschwitz. Auschwitz ne figure sur aucune de ses cartes d'état-major. Ce 27 janvier 1945, quand le général, à la tête des troupes soviétiques, pénètre dans le camp, aucune résistance. Les portes sont grandes ouvertes, les miradors désertés. Restent 6 à 7 000 déportés en fin de vie qui ne peuvent se tenir debout, encore moins marcher. Environ 400 sont originaires de France. Malgré les premiers soins, beaucoup continueront à mourir. 10 jours auparavant, les 17 et 18 janvier 1945, par peur des représailles de leurs méfaits, en entendant sonner les canons russes, les nazis détruisent un maximum d'archives et font sauter chambres à gaz et fours crématoires, et précipitent sur les routes déplacées de l'hiver polonais 60 000 prisonniers vêtus de leur seul pyjama rayé et de leurs sabots de bois. En direction des camps en Allemagne, ce qu'on va appeler fort justement les marches de la mort. 15 000 d'entre eux recevront une balle dans la nuque pour la seule raison d'avoir ralenti leur pas ou s'être endormis en marchant. D'autres s'écroulent, immédiatement piétonnés par ceux qui survivent. Aucun camp nazi construit en Pologne ne sera délivré par ordre militaire. On estime à 100 000 morts les déportés assassinés pendant ces marches.
s'il y a une raison où je me sens bien obligé de répondre oui à Valérie, c'est bien le sort de ses deux grands-pères. Le papa de sa maman, aujourd'hui présente parmi nous, a eu le triste privilège à l'âge de 29 ans d'avoir été déporté par le convoi numéro 1, parti de Compiègne le 27 mars 1942 en direction d'Auschwitz. En 1945, 19 survivants de ce convoi sur les 1112 déportés. Son second grand-père, mon père, quitte Drancy le 6 mars 1943 par le convoi 51 direction Auschwitz, qui ne le verra pas. Mais cela est une autre histoire. Sur 998 hommes et femmes de ce convoi, 4 escapés reviendront vivants en 1945. Une seule chose serait pire qu'Auschwitz, c'est si le monde oublie qu'Auschwitz a existé. 1 100 000 personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, bébés, assassinés de la façon la plus barbare, la plus atroce. Parmi eux, 960 000 juifs, dont 200 000 enfants. Auschwitz, dans notre mémoire, c'est aussi Birkenau, Treblinka, Sobibor, Majdanek, la Shoah par balle. Auschwitz, déshumanisation de l'homme. On y perd tout sentiment, toute compassion, toute attention à l'autre. L'autre tombe, se meurt à côté de vous. Vous faut continuer à piocher, à soulever cette pierre plus lourde que vous, à s'accrocher encore une journée, une heure, une minute, résister pour pouvoir un jour raconter. Un père peut voler le morceau de pain de son fils, mais un fils peut aussi voler le morceau de pain de son père. Aujourd'hui, où en Allemagne, les enfants et petits-enfants des assassins sont exactement le contraire de ce que furent leurs grands-parents, nous savons qu'ils sont aujourd'hui les garants de la démocratie et de la liberté de l'Europe. Mais nous sommes quand même obligés de rester très vigilants. L'antisémitisme change, il devient soi-disant plus correct en s'appelant antisionisme. Pourtant, le résultat est toujours le même. Ce sont des juifs que l'on assassine. Encore aujourd'hui, certains nous contestent, nous traitent de menteurs. La Shoah va rentrer dans l'histoire et accordons une attention extrême. Entre le négationnisme, le révisionnisme, d'où qu'ils viennent, ceux qui prétendent que la destruction des Juifs d'Europe ne fut qu'un détail dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ou que le régime de Vichy a protégé les Juifs de France. En France, nous avons cette chance inouïe d'avoir les chevaliers de la bonne mémoire, les Clarfeld, qui ont construit, formé, uni la génération des fils et filles déportés juifs de France, dont beaucoup sont d'anciens enfants cachés. Aujourd'hui, c'est à la seconde génération de reprendre le flambeau. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il nous faudrait un Clarfeld dans chaque pays d'Europe, à l'œil nu, au Parlement européen, où certains députés n'ont aucune honte à se dire représentants de partis nazis. Le langage concentrationnaire n'est pas traduisible en langage courant. Ai-je le droit de prononcer le mot « homme » pour désigner le SS quand celui-ci arrache le bébé des bras de sa maman pour le fracasser, l'éclater devant sa maman? Oseriez-vous trouver les mots véritables pour décrire l'intérieur d'une chambre à gaz quand 20 minutes après qu'un SS a introduit le Zyklon B, on ouvre la porte? Les cris, les prières, les papas, les mamans se sont tus. La position des cadavres imbriqués, collés l'un à l'autre, griffés, gonflés, déchiquetés, devenus noirs, jaunes, couleur sang. Quelques malheureux restent accrochés sur les têtes, les épaules de leurs compagnons, laissant deviner leurs derniers instants. Une femme a accouché, plusieurs enfants sont piétinés, au sol, vomissements, sang, excréments. Tous ne sont pas complètement morts, certains bougent un doigt, un œil, on entend même quelques gémissements. Cela n'a plus aucune importance. Il faut faire vite, vite, d'autres convois attendent leur tour. On coupe les cheveux des femmes, à l'aide de snack, on arrache les dents en or. Pour récupérer plus vite ses boucles d'oreilles, on arrache l'oreille. Pour récupérer des alliances, on coupe le doigt.
on cherche le moindre bijou, la plus petite pièce d'or, on brûle, on carbonise, on récupère les cendres. À part les Juifs, rien ne doit se perdre. Comment restituer les cris de peur, de panique, des derniers instants de ces 23 000 ciganes assassinés en 24 heures? Auschwitz, plus de 30 degrés l'été, moins de 20 à 30 degrés l'hiver, comme on nommait ces appels qui durent des heures et des heures, au garde à vous impeccable, on compte, on recompte, encore une fois, 2 fois, 3 fois, il y a plus de déportés morts de froid en 1 heure que de minutes dans l'heure. Mais le pire, car à Auschwitz, il y a toujours pire. Le pire, ce sont les élections. Elles peuvent avoir lieu en pleine nuit, en plein jour, en moins d'1 seconde. Un SS, un spectre déporté. D'un coup de menton, il le désigne. Son sort est joué. Direction la chambre à gaz. Auschwitz, c'est aussi les pendaisons. Elles touchent surtout les prisonniers ayant tenté de s'évader et leurs copains qui ne les ont pas dénoncés. Ou d'autres qui se sont fait surprendre en train de voler dans une cuisine, dans une poubelle, quelques épluchures. Même dans les pendaisons, le pire existe. Pour certains condamnés, on remplace la corde par une fine corde de piano en acier. Le supplice dure beaucoup plus longtemps. En 1979, devant le mémorial de Washington, Elie Wiesel prononce un discours retentissant. La preuve est devant nous. Le monde savait et a gardé le silence. Maintenant, on le sait. Le pape savait. Roosevelt savait. Churchill savait. Staline savait. La Croix-Rouge savait. L'opinion américaine savait. L'opinion anglaise savait. Alors pourquoi? Oui, pourquoi? Dès l'automne 41, malgré les nombreuses demandes des représentations d'organisations juives, les voies ferrées menant à Auschwitz n'ont jamais été bombardées. Les chambres à gaz auraient pu être au moins détruites, sinon détruites, au moins endommagées. Rien n'a été tenté pour arrêter cette machine de mort. Aucun appel n'a été entendu. Ce chiffre effroyable de 6 millions n'aurait jamais dû être atteint. Chaque jour, les nazis font disparaître de tous les pays d'Europe les juifs de leur patrie d'adoption. On brûle synagogues, yeshiva, toute vie juive doit disparaître à jamais. Du banquier au mendiant, du philosophe à l'étudiant, du peintre à l'écrivain, un juif n'a plus le droit de penser, de créer, de travailler, mais surtout n'a pas le droit de vivre. Qui intervient? Personne. Ce non-désir de sauver le peuple juif apparaît bien comme une très grande faute morale chez ceux-là même qui ont mis fin à la barbarie nazie. Au printemps 1944, les Alliés ont débarqué en Sicile, en Afrique du Nord, en Normandie. Les Allemands ont eu d'énormes pertes à Stalingrad, à El Alamein. C'est une évidence pour tous. Heureusement, les Allemands vont perdre la guerre. Les Alliés sont maîtres du ciel. Cela n'empêche pas que commence la plus grande déportation massive de Juifs d'Hongrie. 80 000 d'entre eux partent à pied en direction des camps autrichiens. 30 000 mourront en route à Auschwitz. Chaque jour, sur la rampe de Birkenau, 12 000 Juifs sont envoyés aux chambres à gaz. Pas de sélection. Il faut faire vite, la guerre va se terminer. Un projet pour sauver 1 million de Juifs contre 10 000 camions livrés aux nazis ne verra jamais le jour. On s'imagine qu'un enfant, s'il est trop jeune, ne peut souffrir, car trop petit pour comprendre. Malheureusement, on ne peut pas le demander aux 4051 enfants raflés le 16 juillet 1942 par la police française sur ordre des Allemands, car aucun d'entre eux n'est revenu vivant des camps. Ce souvenir est quelquefois difficile. Certaines dates, impossibles à oublier. 24 février 1943. Cela fait 7 mois qu'échaudée par la rave du Veldiv, ma famille s'est réfugiée en zone libre, dans un petit village près de Châteauroux. Cachés, nous nous sentons en sécurité.
Je ne le sais pas encore. Ce 24 février 43, je viens de vivre les 7 plus beaux mois de ma vie. Normal, j'ai un papa, une maman, un frère, une sœur, et même un petit chat, Poum. Le maire du village, qui fait office d'instituteur, est un fervent admirateur du maréchal Pétain, ce qui a motivé papa de ne pas m'envoyer à l'école et de me garder à la maison. Mon frère, ma sœur, eux, vont au lycée en ville. Tous les matins, seul avec papa, il m'apprend à lire, à écrire, à compter. S'il est un excellent professeur, je suis un très bon élève. Je commence déjà à lire quelques livres. J'écris même en cachette au bon Dieu pour lui dire merci. Nous sommes tellement heureux d'être tous ensemble. 24 février 43, 6 heures du matin, 2 gendarmes, sosies de laurel et hardis en uniforme, frappent à la porte. Papa a 10 minutes pour se préparer. En commençant par maman, il nous embrasse tous. Je suis le dernier qu'il serre tendrement dans ses bras. Je profite de ces marques d'affection pour éclater en sanglots. Je m'accroche à son manteau, je crie, je pleure, jure. Papa, ne me quitte pas. Si tu m'aimes, emmène-moi avec toi. Tout le monde, même les gendarmes, pourtant blasés à force d'arrêter les familles, font tout pour me calmer. Peine perdue. Papa, ne me laisse pas, emmène-moi avec toi. Et c'est un des 2 gendarmes, le gros, le plus sympa, le plus gentil, celui qui nous a avoué avoir un fils du même âge que moi, qui trouve la solution. Si vous le désirez, je peux rajouter le nom du gosse sur ma liste. C'est parfaitement légal, et même le président Laval nous a donné comme directive de ne pas séparer les enfants des parents qui partent travailler à l'Est. D'abord hésitante, maman semble finalement d'accord, tellement fière d'avoir un fils si instruit. À moi aussi, elle prépare une petite valise. Mon frère, ma sœur me regardent avec envie, comme d'habitude ils sont jaloux. Et comme je suis le dernier, c'est vrai que papa me dit toujours oui. Voilà, j'ai gagné. J'arrête de pleurer. Merci, monsieur le gendarme. Je ne saurais jamais pourquoi. Subitement, papa, en me regardant, change de ton, s'adressant à moi un peu brusquement. Bob. Il m'appelait Bob. Tu restes ici avec ta maman. Je n'ai rien à me reprocher. Je vais très vite revenir. Et dès ce soir, je te le promets, je t'écrirai une longue lettre. Une lettre pour toi tout seul. Une lettre pour moi tout seul. Quel cadeau pour un enfant de 5 ans. Toujours dans cette journée du 24 février 43, notre voisine, secrétaire bénévole à la mairie du village, vient nous prévenir vers midi que la mairie venait de recevoir un télégramme préfectoral donnant ordre à la gendarmerie de venir nous arrêter dès l'aube. Maman hésite. Se faire arrêter, n'est-ce pas la meilleure façon de rejoindre papa qui déjà nous manque tant? Sur le conseil de la secrétaire qui semble au courant de bien des choses, nous prenons la fuite le soir même. Voilà comment, d'enfants élus, d'enfants aimés, choyés, protégés, je vais être ballotté, pourchassé, traqué au milieu d'autres enfants. 16 mois sans nouvelles de papa, sans voir maman. Dur, dur. Merci. Merci à ces juges connus ou inconnus qui ont désobéi à Vichy et en prenant des risques ont sauvé les 2/3 de la population juive de France, dont 50 000 enfants. Papa va connaître le camp de Nixon de Gurs. Remonté par les bons soins de la SNCF en wagon de 3e classe au Drancy, il n'y restera qu'une nuit. 6 mars 43, le convoi de papa, le 51e à partir de France ou Auschwitz, quitte la gare de Bobigny à 100 déportés par wagon à bestiaux.
Durant l'épouvantable voyage, le chef du convoi reçoit un telex d'Eichmann. Par suite d'encombrement à Auschwitz, poursuivez sur Majdanek-Sobibor. Oui, vous avez bien entendu. Par suite d'encombrement. Encombrement à Auschwitz, en langage nazi, que signifie encombrement? 100 morts, 1000 morts, 10 000 morts. Certainement plus assassinés en une seule journée d'Auschwitz. Papa sera gazé à Sobibor. Et la lettre? Et me demandez-vous, l'ai-je reçue? Je vais vous étonner, je n'en sais plus rien. À force de l'attendre, de l'espérer, les années brouillent la mémoire. Par contre, je me souviens, il y a quelques années, un peu désespéré de ne rien recevoir, j'ai répondu à papa. Ne souriez pas. Je suis conscient que où il se trouve, papa ne peut pas me lire. Mais vous êtes bien d'accord avec moi, qui m'a toujours observé, et qui nous voit tous ici aujourd'hui. Dans l'enveloppe à lui destinée, j'ai glissé 2 photos. Chacune d'elles représente un de mes 2 enfants. Ces 2 petits-enfants à lui, chacune prise le jour où mes 2 enfants ont séparément prêté serment à l'État d'Israël. Que c'est beau des petits-enfants, de ces 6 millions qui portent fièrement sur leurs uniformes cette étoile hier infamante, aujourd'hui brillante, sur leurs tanks, leurs avions, notre drapeau. Les grands-parents, devenus fumés, abat-jour, savonnettes, doivent quand même être étonnés. Comprendre qui veut comprendre. 18 juin 1981, grâce à Serge Schlarfeld et à son association des fils et filles de papa enfin quitté son ciel maudit de Pologne, le voilà incrusté dans le mur de Ropit, à quelques kilomètres d'ici, dans cette vallée où David vaincu Goliath. Le voilà aussi, lui et ses 80 000 frères et sœurs, par décision de la Knesset, devenus citoyens israéliens. J'ai enfin un endroit où allumer une bougie. Je peux réciter Kaddish près de son nom enfin retrouvé. Merci Serge. Papa, tu ne le sais peut-être pas, mais cette lettre tant espérée, tu l'as reçue. Dedans un simple message. Ne m'oublie pas. N'oublie pas mes 6 millions de frères et sœurs. Et cela fait des années que tu y réponds. Et je voudrais également ici, dans ce lieu si symbolique, te remercier de m'avoir confié cette lettre. Et c'est avec vous tous ici présents que je voulais la partager. Merci beaucoup. Chers amis, cette cérémonie pour ce matin est terminée. Merci d'être présents parmi nous.